Chers amis, bonjour. On se retrouve donc pour cette 4e émission. Le point de vue majoritaire parmi les puissances anglo-saxonnes, je veux dire les États-Unis et l'Angleterre, il y prévaut une attitude de plus en plus belliqueuse. Mais elles ne comprennent pas essentiellement, foncièrement, ce que veut dire que le ressenti, je ne parle pas de la Russie, mais de la Chine particulièrement, d'un siècle d'humiliation. L'Europe ne ressent pas en son âme et conscience sa responsabilité pleine et entière à ce propos. Un siècle d'humiliation de la Chine. Et donc, qui pouvait penser percevoir une menace existentielle d'une Chine émergente? Si la République populaire de Chine devenait finalement la nation la plus puissante du monde, sans aucun doute, l'hypothèse la plus dangereuse et pour certains la plus probable serait que l'Union européenne devrait trouver un moyen de s'accommoder avec cette situation. Et j'emploierais plutôt le verbe se raccommoder, car s'ils ne sont pas unis, ce sera très difficile. L'Australie, elle, dit que ils ont hissé le drapeau de bataille et l'ont cloué au mât. Il n'y a pas de place pour la défaite. Mais bon, l'Australie fait aussi partie de ce que j'ai appelé les nations belliqueuses anglo-saxonnes. Sous nos latitudes, il n'y a aucune raison pour une approche aussi dramatique, même si seule une Union européenne beaucoup plus intégrée pourrait résister aux impositions de Pékin. Un aspect décisif sera la façon dont les autres puissances et acteurs régionaux se positionneront par rapport à la Russie et par la suite à la Chine. Et on en avait parlé, je crois, à la première émission, l'Inde reste la clé de voûte. Le resserrement des rangs à travers l'Occident, derrière le leadership de Washington que la guerre en Ukraine a produit, ne se traduit pas nécessairement à plus grande échelle. New Delhi ne veut pas contribuer, en isolant et en appauvrissant la Russie, à une situation où Moscou tomberait irréversiblement sous l'emprise de Pékin. Ainsi, il est compréhensible qu'elle veuille fournir à la Russie même des moyens de paiement alternatifs bilatéraux dans leur propre devise afin de réduire cette dépendance. Dans le même temps, l'Inde veut montrer son autonomie stratégique et pour l'instant résiste à la pression des États-Unis et de ses alliés. De son côté, la Chine se rapproche également de l'Inde car elle craint qu'au lendemain de la guerre en Ukraine, les États-Unis pourront en sortir plus forts et la Chine aurait besoin d'un environnement géopolitique plus détendu en Asie. En attendant, juste pour votre information générale, l'Inde achète le pétrole aux Russes, qui est boycotté par les Européens, l'achète à peu près 42 $ le baril, alors que sur le marché, il était vendu avant le conflit à 75 $ et il est monté à 112. Les Indiens le reçoivent à 42 $, le raffinent et, entendez bien, le revendent à l'Europe au prix du marché, c'est-à-dire entre 110 et 112 $ le baril. S'il ne fallait pas rire de cette situation, nous en pleurerions. Le gouvernement indien, conscient de sa position de force, veut arracher d'importantes concessions à Pékin dans leurs délicats différends frontaliers. L'évolution de cette relation déterminera en grande partie l'ordre stratégique futur dans le monde. Bien que plusieurs voix en Chine prônent une rupture avec la Russie pour éviter l'isolement et se concentrer sur le seul développement économique, tout semble indiquer actuellement que Xi Jinping souhaite maintenir la Russie en vie, forcer Washington à diversifier son attention stratégique sur deux fronts. Le président de la République populaire continue de compter sur la collaboration russe, essentielle pour le développement militaire de la Chine, et cherche à éviter qu'une Russie hostile ou détériorée n'oblige
les Chinois, à consacrer une partie de leurs forces armées à la couverture de leurs frontières communes. La Turquie, comme d'autres pays, dont Israël, a cherché un terrain d'entente par rapport à la guerre en Ukraine. Bien qu'elle ait voté contre la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies, ce que n'a pas fait Israël, elle n'a ni sanctionné Moscou, ni fermé son espace aérien aux avions russes. Il existe des différences claires entre la politique turque et les approches pro-ukrainiennes sans équivoque de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce qui implique qu'à Ankara, on reste théoriquement attaché à l'indépendance de l'Ukraine et on propose de servir de médiateur dans le conflit tout en penchant vers la Russie. Dans le cas de la Turquie, comme dans celui de l'Inde, et cela s'étend à d'autres pays bien sûr, le nationalisme intense de ses dirigeants démultiplie le ressentiment anti-occidental, qui peut devenir aussi inquiétant sur la scène géopolitique décisive. Dans un monde qui se désoccidentalise, excusez-moi, les abus de l'ère impérialiste pourraient avoir des conséquences aujourd'hui. Je rajouterai, quand je viens de dire dans un monde qui se désoccidentalise, je dirais aussi que le but des BRICS dont je parlais dans une autre émission, c'est-à-dire ce fonds monétaire alternatif des 5 puissances émergentes, veut dédollariser la surface économique terrestre et sortir, comme nous l'avions dit précédemment, d'un monde monopolaire à un monde multipolaire, financier, je veux dire. À tout cela, il faut ajouter les conséquences économiques et sociales particulièrement graves pour l'Union européenne, de la guerre et d'une mondialisation perturbée. Rappelez-vous, il y a quelques années, la globalisation, le village unique. Vous sentez bien que nous nous éloignons de plus en plus de cette idée qui, à mon avis, était déjà saugrenue à l'origine, mais qui devient caduque de plus en plus. Il y a la destruction d'importants actifs incorporels qui sont de plus en plus nécessaires dans un monde interconnecté et interdépendant qui, comme le soutiennent certaines autorités économiques et financières, est contraint par la technologie. Le nombre de scénarios futurs est si vaste qu'il est impossible, mes amis, de prévoir où cette série de tempêtes emportera l'Europe, et a fortiori le monde. Pour l'heure, le premier défi majeur est d'éviter de plonger dans une troisième guerre mondiale. Un spectre plane au sud avec le déplacement de la France au Mali par la Russie et la présence russe croissante dans la région africaine. Bien que cela ne soit pas évident, il pourrait y avoir une seule conséquence positive de la guerre ukrainienne. Une Union européenne plus forte, mais nous en sommes loin. Pendant ce temps, de graves revers dans la politique intérieure américaine ne peuvent être exclus. Quand viendra le temps de Taïwan, la position à adopter sera particulièrement délicate. Le nouveau système international qui émergera nécessitera de nouvelles formules, et nous devons éviter de laisser les passions que suscitent les guerres obscurcir notre vision et notre rationalité. La guerre en Ukraine a clos une époque et en a ouvert une autre, marquant le pas définitif vers un monde post-occidental. De cela, j'en suis intimement persuadé. L'avenir s'annonce très incertain et particulièrement contradictoire. Si d'un côté, Poutine s'est imprudemment jeté dans un conflit armé, mais lui ne semble pas en tout cas être un leader disposé à accepter la défaite, quelque défaite qu'il soit. De nombreux dangers se profilent désormais à l'horizon. Selon le moment et la manière dont cette guerre se terminera, une nouvelle phase commencera dans laquelle la confrontation à propos de Taïwan entre les États-Unis et la Chine présidera à la géopolitique mondiale. Washington craint les conséquences de la montée de Pékin à la primauté mondiale et Xi Jinping est déterminé à réincorporer l'île, comme nous l'avons déjà dit, tant qu'il est encore en fonction, par la force si nécessaire. Le conflit armé actuel et potentiel conduit à un réalignement des puissances, qui pourrait entraîner une fracture majeure du monde en blocs belligérants aux alignements variés. La survie de la Russie dépendra du maintien de Pékin et de New Delhi.
L'Inde est devenue le grand projet de convoitise géopolitique et semble peu disposée à renoncer à son autonomie stratégique. La Chine veut améliorer ses relations avec l'autre géant asiatique pour se protéger des pressions exercées sur elle par les États-Unis et leurs alliés. Une multitude de scénarios futurs s'ouvrent dans lesquels l'Europe devra trouver une voie sûre et ne semble pas que les mêmes vieilles recettes continueront d'être valables. Une Union européenne véritablement unie pourrait être la réponse la plus cohérente aux énormes défis à relever. Dans tous les cas, il faut que nous gardions la tête froide. C'est la vie et la prospérité de nos jeunes générations qui sont en jeu ici. Je vous dis à très bientôt. Nous allons essayer de poursuivre ces analyses-là, car nous sommes véritablement sur ou entre des plaques tectoniques. Shalom, shalom.